Alors, Baruch Hamakom Baruchu, Baruch Shenatan Torah le'amo Israël Baruchu, Keneged Arba'a Banim, Dibra Torah. On dit comme ça, béni Hachem. Mais comment on appelle Hachem à ce moment-là? Baruch Hamakom. Vous connaissez ce nom d'Hachem qui s'appelle Hamakom? Hein? Où on voit encore Kadosh Baruchu, Baruch Kevod Hachem, Mimekomo. Baruch Hamakom Baruchu, Baruch Shenatan Torah le'amo Israël, Keneged Arba'a Banim, Dibra Torah. La Torah, elle a parlé de 4 enfants. Beigata lebincha, il y a 4 enfants. C'est quoi les 4 enfants? En résumé, le sage, qui demande des questions assez élaborées. C'est quoi les chukim? C'est quoi les mishpatim? Quelle est la différence? Pourquoi dans le Korban Pessah, il y a des choses qui sont un chok, une loi sans raison? Qu'est-ce qu'on répond à l'enfant Chacham? En maftirin achara Pesach afikoman. Après le Korban Pessah, on ne peut plus faire sortir des ustensiles pour manger. Afikoman, ça veut dire afiku man. Faites sortir de la nourriture. Non. Après le Korban Pessah, interdit de manger. Ça, c'est la réponse qu'on dit au Chacham. Qui veut dire, j'explique d'une manière simple, on peut toujours approfondir, que, tu entends Nathaniel? On apprend le Chacham, il faut tout lui apprendre. Jusqu'à la dernière halakha du Korban Pessah. C'est quoi la dernière halakha du Korban Pessah? C'est qu'après le Korban Pessah, on n'a plus le droit de rien manger. D'accord? Comme nous, on ne mange plus rien après la ficomane. D'accord? Bon, il y a aussi dans ça un symbole intéressant de lui dire, la Torah, elle veut qu'on garde le goût. Si on veut bien faire les mitzvot, ça ne suffit pas de la faire telle qu'elle. Il faut garder le goût de la mitzvah. La preuve, après le Korban Pessah, il ne faut plus rien manger pour garder le goût jusqu'au matin. Il ne faut pas dire, ah, les mitzvot, c'est carré, on les fait pour Dieu. Non, les mitzvot, ce n'est pas que pour la neshama, c'est aussi pour le corps. Et le corps, il kiffe les mitzvot. Qui c'est qui kiffe le mieux le samedi? Celui qui le respecte ou celui qui ne le respecte pas? Celui qui fait samedi, il ne fait pas Shabbat. C'est le jour le plus fatigué au monde. C'est le jour le plus vide au monde. Celui qui fait Shabbat, c'est lui qui mange chaud. C'est lui qui est libre de son téléphone. C'est lui qui est libre de sa voiture. C'est lui qui peut se retrouver dans sa famille. C'est lui qui peut faire la vraie sieste au monde. Où rien ne peut te perturber de cette belle sieste de Shabbat. Parce que la tête, elle est libre. Ça, c'est Chavivut à mitzvah. Donc on apprend au Chacham que pourquoi il y a plein de détails dans les mitzvot. Parce que les mitzvot, il faut que le corps aussi, il est vécu. Bon, on a le deuxième enfant, c'est qui? Le rachat, celui qui dit, c'est quoi ça? Vous faites des mitzvot, vous mangez des steaks, c'est quoi ça? On est là à la synagogue ou on est au restaurant? Hein? Ma'avoda azot lachem, c'est quoi ce travail-là? C'est quoi? Allez-y au Beth Midrash, pas! Et nous, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui casse les dents. On lui dit, tu n'as rien compris, toi, tu ne dois pas manger avec nous. Tu n'as pas compris le kiff qu'on est en train de faire dans les mitzvot. On mange du steak, on mange du Korban Pessah. Si tu étais en Égypte, tu ne serais pas sorti. Sache. Pourquoi? Ba'avourze. Pourquoi Hachem nous a fait sortir d'Égypte? Pour ça. Pour qu'on fasse Pessah, Matzah et Maror. Toi qui ne veux pas le faire, tu ne prends pas part de notre histoire. Tu ne serais pas sorti d'Égypte. Bon, réponse un peu dure. Ensuite, on a le Tam, le simple, qui dit Mazot, c'est quoi ça? Il ne comprend pas. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'étudier. Ils arrivent, c'est quoi? Alors, il faut leur raconter la sortie d'Égypte. Et le quatrième enfant, c'est qui? Chez Eno Yodea Lishol, celui qui ne sait pas poser des questions. Sa réponse, elle n'est pas loin que celle du rachat. On lui raconte, mais on lui fait des allusions. Parce que celui qui n'a pas de questions, c'est problématique. Qui n'a pas de questions de halakha? Ilan, tu as quelqu'un qui n'a pas de questions de halakha? Si tu n'as pas de questions, c'est que tu es pas. Qui n'a pas des questions de compréhension? C'est celui qui étudie pas la paracha. Quelqu'un qui étudie. Donc le Sheno et Alishol, on n'est pas très content avec lui. Mais quand même, il n'a pas critiqué. Oui. Il est là. Donc on lui donne une bonne réponse. On lui donne la réponse entre le simple et le rachat. On lui explique, mais on lui ramène aussi les psukim qui disent que pour sortir d'Égypte, fallait être dans le bain. Ok. Je vais vous dire là-dessus.
Ah, je ne pensais pas répondre à cette question. C'est une vraie question. Pourquoi on dit ici, à la place de dire Baruch Hashem, on dit Baruch Hamakom? Je vais la dire en bref, mais il y a une idée du Maharal. Vous aviez fini sur les 4 enfants? Non, mais en même temps, je donne tous les explications. J'ai fini les 4 enfants, maintenant je vais dire le commentaire. Tu me laisses le dire à la fin? À la fin. Donc je vais dire 2 petits ridouches sur les 4 enfants. Comme ça, un pour chaque soir. Un pour chaque soir. On y va? Un pour chaque soir. Le premier, c'est de comprendre de qui on parle. D'un enfant petit ou d'un grand enfant. On parle d'un enfant de 8 ans qui dit c'est quoi ces bêtises-là, ou on parle d'un adulte de 20 ans qui dit c'est quoi ces bêtises-là. De qui on parle? Alors, le Rav Mébrisk... Un enfant, non? Un enfant, on dit 4 enfants. Alors, oui, si c'est un enfant, pourquoi tu es dur avec lui, le pauvre? Tu entends, Elan? Il dit le Rav Mébrisk si c'est un enfant. Un enfant de 8 ans, ouais, 7 ans, 8 ans. Pourquoi on est aussi dur avec lui? Il est encore jeune. Tu serais resté en Égypte, le pauvre. Alors en fait, est-ce qu'il peut être rachat à 8 ans? Il donne 2 explications. La première, c'est vrai, il n'est pas encore Chayav Bemitzvot. Il dit, on aurait pu dire qu'on parle d'un petit. Et tu sais pourquoi on est dur avec lui? Parce qu'il y a un principe dans l'éducation. Et ce soir de Pessah, c'est un soir d'éducation très important. Veigata le bincha, c'est de raconter aux enfants. Il faut que les enfants ils posent des questions. On fait plein de changements pour qu'ils posent des questions. Pourquoi on mange le céleri? Pour que tu poses des questions. On les fait poser des questions. Vous avez une fois qu'on dit à quelqu'un, pourquoi on fait ça? Pour que tu poses des questions. Oui, on lui apprend, on lui dit, monsieur, il faut poser des questions. Pourquoi on mange le céleri? Pour que tu poses des questions. Donc, peut-être qu'on parle d'un petit enfant. Mais quoi? Il y a un principe dans l'éducation. Si tu as confiance à tes parents, tu fais et après tu poses des questions. Si tu ne veux pas faire parce que tu n'as pas compris, tu as rejeté le joug de tes parents. Vis-à-vis de la Torah, c'est exactement la même chose. Naase venishma. Notre mot de passe, c'est on fait. Dieu, on te fait confiance. Tu ne peux pas me dire j'ai la foi en Dieu, j'ai la émouna. Non, mais je ne veux pas faire Shabbat. Ah, c'est la plus grande mitzvah. D'abord, tu dis je veux faire Shabbat. Ah, c'est dur pour moi, je vais poser les questions. Comment je peux faire? Pourquoi il faut faire? Donc, pour ça, on est dur avec lui. Pourquoi? Parce que même s'il n'est pas encore rachat au niveau de ses actions, puisqu'il est petit, mais sa manière de voir les choses, elle est dangereuse. Donc, il faut tout de suite prendre les choses en main. Dire d'abord, tu fais. On ne serait pas sorti d'Égypte. Donc, si tu veux être un homme libre comme nous, tu dois d'abord faire confiance. Et c'est un grand principe dans l'éducation. Rappelez-vous bien ce qu'il dit le Rav Mébrisk. Mais après, il dit le Rav Mébrisk, malgré tout, la logique, elle est qu'on ne parle pas d'un petit enfant, qu'on parle d'un grand. On parle d'un grand. Hein? Ça peut être des fois nous, ça peut être des fois un enfant à nous, ça peut être... Et en fait, on parle plus des gens qui se modernisent et qui disent tout ça. C'était à l'époque. Il y avait l'idolâtrie sur les animaux. Aujourd'hui, il n'y a plus d'idolâtrie sur les animaux. On était dans un monde arriéré. Aujourd'hui, on est déjà dans un monde moderne. La Torah ne correspond pas au monde d'aujourd'hui. Donc, quand il vient, il dit « je ne suis pas d'accord », en 2 mots, il dit « le monde a changé, donc ça ne correspond plus ». Qu'est-ce que tu me fais? Un agneau pascal, alors que plus personne ne se prosterne à son animal, c'est fini. Aujourd'hui, l'idolâtrie, c'est les dollars. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors nous, on lui répond, on lui dit « tu sais quoi ?» Pourquoi on est sorti à Vourzé, grâce à ça, grâce à Pessah, Matzah et Maror. Vous entendez? Mais Pessah, Matzah ou Maror, ça existait avant qu'on est sorti. Alors pourquoi je fais la mitzvah? Pour me rappeler de quelque chose? Je suis sorti parce qu'il y avait la matzah en Égypte? Ou je suis sorti parce que je vais manger la matzah? Le passouk qui dit tu sors d'Égypte parce que tu vas manger la matzah. La matzah, elle a existé avant qu'il y ait eu la sortie d'Égypte. La matzah, elle a été mangée par Avraham Avinu. Vous avez vu là-bas qu'Avraham, il leur a fait des matzot aux anges, c'était Pessah. Yitzhak, quand Yaakov, il lui a préparé les 2 agneaux, c'était Pessah. Alors je comprends pas, les mitzvot, ils sont venus parce qu'il y a eu une sortie d'Égypte, ou ils existaient avant? S'ils existaient avant la raison, ça veut dire quoi? Écoutez un beau message. C'est-à-dire que la raison, c'est qu'un habillement à la mitzvah.
Mais la mitzvah, elle a des raisons très très élevées. Et la preuve, avant qu'il y ait eu la raison, déjà il y a eu, parce que Dieu, avant qu'on sort, on n'est pas encore sorti. Il nous dit, vous sortez pour la matzah et le maror. Mais il n'y a pas de sortie, il n'y a pas encore de sortie. Donc pourquoi elle existe la matzah? Un iPhone, il peut exister une fois qu'il y a des lignes internet, etc. Ah non, si la matzah, elle a existé avant la sortie d'Égypte, c'est que c'est vrai que la raison de la matzah, c'est la sortie d'Égypte. C'est que l'habillement des choses. Mais la mitzvah, elle cache quelque chose de très spirituel. La Torah, elle a existé encore avant le monde. Il n'y avait pas la sortie d'Égypte. Donc tu comprends que le monde ne peut pas changer les mitzvot. Parce que les mitzvot, ils ont des raisons spirituelles élevées qui ne dépendent pas des circonstances. Donc même aujourd'hui, la matzah, elle existe. Même aujourd'hui, et au contraire, avant que le monde existe, déjà, il y avait ces secrets-là. C'est juste qu'ils ont été habillés sur quelque chose. C'est une explication magnifique. Et donc la Torah ne peut pas changer. Et nous sommes, nous, témoins que même aujourd'hui, en 2024, avec tout ce monde moderne, il y a 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, tu voulais appeler quelqu'un, tu devais aller dans un taxiphone. Et aujourd'hui, qui aurait pu imaginer que ça va changer? Bientôt, on aura on a eu une conférence là-dessus, dans un congrès de cacheroute. Bientôt, on aura un ordinateur, et on va créer nous-mêmes notre hamburger, et on va l'imprimer, et il va sortir, et on va le manger. Ça va être comme ça, vous êtes d'accord? Vous avez entendu parler de la viande artificielle, bien sûr. En Israël, Tnuva, celui qui nous a fait la conférence, il nous a dit, j'étais témoin, ils ont créé en 3D, avec des cellules, etc., du saumon. Ils ont fait 20 tranches de saumon par 3D, et 20 tranches de saumon normal. Ils ont amené un des plus grands chefs en Israël, et ils ont cuit les deux, et ils ont donné à manger à 40 personnes, et personne n'a senti la différence entre les deux. Alors ils ont expliqué comment c'est fait, par des cellules de la viande, etc. Mais après, tu fais en 3D, tu vas créer ton steak à la maison, c'est tout. Donc, ah ouais, c'est intéressant, vous pouvez vous intéresser. Et quand même, la Torah, elle reste la même. Alors ils sont en train de chercher comment faire que ça soit cachère, parce qu'on doit prendre ça des cellules de la bête. Le problème, c'est qu'elle est encore vivante quand tu les prends. Est-ce que c'est Ever Mina Chai ou pas? Donc ils ont trouvé qu'on peut le prendre du placenta. Des trucs de folie. En tout cas. Mais tout ça pour dire que ce qu'on explique au Chacham et au Racha, c'est que c'est pas l'histoire qui est la raison des mitzvot. C'est les mitzvot qui sont la raison de l'histoire. Et la preuve qu'avant de sortir d'Égypte, on nous dit vous allez sortir pour faire ces mitzvot-là. Alors que ces mitzvot, ils sont un rappel à la sortie d'Égypte. Donc, comprends qu'il ne faut pas voir la raison extérieure, il faut voir le secret qui se trouve dans la mitzvah. Ça, c'est l'explication du Rav Mibrisk. C'est la numéro 1. La deuxième. Juste Rav. Abraham, Israël et Jacob. Comment ils mangeaient la matzah? Pourquoi ils la mangeaient? Ben parce que dans la matzah, le jour de Pessah, il y a un secret, il y a des secrets spirituels énormes, et que après, Akadosh Baruch Hu l'a habillé sur Zecher Litziat Mitzrayim. Ils auraient pu avoir du pain à la sortie d'Égypte et ça s'arrête là. Mais la matzah, elle a des raisons très profondes. C'est la nourriture sans le Yetzer Hara, toutes les raisons qu'il y a sur la matzah. Donc même si Akadosh Baruch Hu l'a habillé la mitzvah en Zecher Litziat Mitzrayim, mais elle existait déjà, elle est très profonde. Donc tu ne peux pas venir dire aujourd'hui, il n'y a plus la raison de la néopascale. Mais la néopascale, il cache des choses extraordinaires que nous-mêmes, on peut comprendre aussi. Et donc le rachat, on lui dit, tu ne dois pas te moderniser, tu dois garder la Torah, parce que la Torah, elle est avant la création du monde. J'aurais pu rester sur ce ridouche-là pendant 1 heure. C'est juste, voilà, vous allez vous le développer. Ce Shabbat, j'ai donné une autre explication, un peu plus générale. C'est que le Rav Yerucham de Mir, ceux qui connaissent, un des grands raves de la morale juive, de la pensée juive, il dit comme ça, il dit que justement dans ces parachiotes là, on parle des signes. Un homme il parle de la Lachon Hara, il y a un signe sur son corps. Un homme il fait le radin, il veut pas prêter ses affaires, il y a la lèpre sur sa maison, sur ses habits. Les signes, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire, un homme, il doit être sensible, comme quand une voiture, elle a un voyant rouge qui s'allume, ou comme quand un homme, il a des boutons des plaques sur sa peau, Chas Veshalom, chez l'Oneda Mitzarot, il ne peut pas dire au garagiste, je t'en prie, enlève-moi ce voyant. Le problème n'est pas le voyant. Le voyant, il montre
qu'il y a une panne qu'il faut réparer, que sinon tu vas tout perdre. Quand il y a Chazvé Shalom un signe sur le corps, on ne va pas chez le médecin pour qu'il enlève avec un pinceau. On va qu'il cherche la cause. La première chose qu'il te dit le médecin, fais des examens, et ben au Hachem tout va bien, il te dit rentre à la maison, tu peux dormir tranquillement. Donc, les signes, faut pas s'attarder sur le signe. Le signe, il montre quelque chose. C'est un petit peu le soir du Seder, Rabotai. C'est le soir de l'éducation. Vigata le bincha, tu dois éduquer les enfants. Ce soir, la Torah veut qu'on soit sensible. Et que même si on parle des petits-enfants, elle ne veut pas, c'est pas 4 enfants comme ça qui s'assoient l'un en face de l'autre. La Torah nous demande de voir où sont nos enfants. Il n'y a pas pire que forcer un enfant à faire des choses qu'il n'est pas capable de faire. Et il n'y a pas pire de ne pas forcer un enfant à faire des choses qu'il est capable de faire. Chaque enfant, comme il dit le Gaon de Vilna sur le verset du roi Salomon, Chanor lanahar alpi darko. Éduque tes enfants selon leur chemin. Il dit le Gaon de Vilna, si tu l'éduques dans des choses qui correspondent à sa nature, alors Gam ki yazkin, même quand il va vieillir, le Yasur Mimena, il ne va pas arrêter parce que ça correspond à sa nature. Mais si tu le forces, il va le faire pour te faire plaisir. Et un jour, il va arrêter de le faire. Donc, le secret de l'éducation est le soir du Seder, puisqu'on est là pour éduquer nos enfants et leur faire vivre les valeurs de notre histoire. Et ils vont être, eux, les vecteurs de l'histoire, les acteurs. La Torah nous dit, essaye d'être sensible à la question que ton fils il te demande. Et peut-être que tu vas voir que tu es un enfant très sage. Il rentre dans les détails de l'histoire. Alors tout de suite, ne le lâche plus. Donne-lui le goût. Dis-lui après la fikoma, après le Pessah, il ne faut plus rien manger, il faut garder le goût. Apprends-lui tout. Ne fais pas le fainéant. Ne rentre pas à minuit du travail et tu le laisses se perdre. Il y a un enfant, tu vois, Racha, il est un peu rebelle. Ouh là là. Un enfant rebelle, si tu le forces, ça va cogner. Et un jour, tu n'auras pas le choix que de dire je l'ai perdu. Alors qu'est-ce que tu dois faire avec un enfant rebelle? Que de l'amour, de l'amitié, lui expliquer, lui montrer en même temps ce qu'il perd, lui montrer ce qu'il peut gagner. Et il y a un enfant, simple, il y a un enfant, c'est pas ça. Ne laisse aucun enfant de côté. Donc oui, c'est des petits-enfants. La Torah ici, elle est venue éveiller notre sensibilité à l'éducation de nos enfants. Tu leur racontes, mais quand tu leur racontes, ne raconte pas à tous la même chose. Et c'est ça, Baruch HaMakom. C'est quoi Baruch HaMakom? Si on a que des rachas. Alors c'est possible. La Torah, quand elle nous dit qu'il y a 4 enfants, elle veut te dire attention, sois sensible et détecte qu'est-ce qu'ils méritent. Et c'est ça, Baruch HaMakom. Il dit le Maharal de Prague, c'est quoi Baruch HaMakom? Pourquoi Makom? Il dit le Maharal de Prague, chaque chose dans le monde, obligatoirement, il doit avoir une place. Ça a une place. La table, elle a une place. Chaque chose. Il y a des choses, tu peux dire, à la place de cette table, c'est le parterre, mais peut-être, c'est pas le parterre. Peut-être c'est les fondations. Peut-être c'est la terre elle-même. Donc chaque chose, il a une place. Et la place dans la place. Et pour que la chose existe, elle a besoin de sa place. Akadosh Baruch Hu, il est appelé l'endroit du monde. Pourquoi? Parce que tout le monde, il repose sur lui et dans ses mains. C'est difficile de surveiller 5 fourmis qui se baladent dans un verre. Akadosh Baruch Hu, c'est marqué tout le monde. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est l'endroit du monde. Donc vu que c'est l'endroit du monde, Akadosh Baruch Hu ne laisse personne se perdre. Il ne peut pas laisser quelqu'un se perdre. Parce que c'est lui l'endroit de tout. Donc chaque chose qui existe, forcément, elle est dans les mains d'Hachem quelque part. Et c'est pour cela, Baruch Shenatan Torah le'amo Israël, il a donné une Torah. Et dans cette Torah, le rachat, il ne peut pas dire « j'ai pas ma place ». Donc en fait, même si le rachat, on est dur avec lui, mais on lui donne une place. On lui donne une place, on lui donne pas une place. Même lui, il a une place. Ne laisse jamais personne se perdre. Et chaque juif, il doit savoir qu'il est aimé par Akadosh Baruch Hu. Et qu'il a sa place dans Akadosh Baruch Hu. Et je termine avec le petit chidouche du Hadmour de Kotsk. Vous connaissez le Hadmour de Kotsk? Kotsk Rebbe, qui était très il tranchait, c'était un couteau trancheur. Il disait comme ça, le rachat, ce qui le dérange, c'est pas qu'on sert Dieu, il est d'accord. Mais lui, il veut séparer entre le dimanche et le reste de la semaine. Je plaisante quand je dis dimanche. Il veut séparer entre le Shabbat et il faut séparer entre le spirituel et le matériel.
Donc quand il voit un groupe de barbus, de grands tzadikim, ou de chachamim, ou de gens pratiquants, qui arrivent et qui sont tous autour d'un steak de viande, et qu'ils le grillent, d'abord il faut prendre commande. Hein, on ne pouvait pas avoir 20 personnes sur le même sacrifice, fallait s'inscrire, et il fallait sacrifier, et après il fallait le griller, et après on s'assoit autour de la table du Seder et on mange. J'ai dit, je comprends pas. Vous voir à la synagogue en train d'étudier, je veux bien, mais vous voir autour d'un steak, c'est quoi l'histoire? Et là on lui dit, c'est ça toute la Torah. La Torah, c'est sanctifier le matériel. La Torah, c'est pas s'écarter du matériel. En fait, il a posé presque la question du rachat. En fait. Exactement. Donc, il dit, justement, c'est ce qu'on explique au rachat, qu'au chacham, on lui explique le goût qu'il y a dans les mitzvot. Mais au rachat, il faut lui expliquer qu'on ne dissocie pas le corps de l'âme, on ne dissocie pas le matériel du spirituel, que le vrai kiff, c'est le kiff de la Torah. Et que justement, autour de ce morceau de viande, on va faire la plus grande mitzvah tassée qui existe. On va témoigner l'existence de Dieu. On va témoigner l'annulation de toute l'idolâtrie. Pourquoi on faisait griller le steak? Pour que toute la ville sente odeur. Et qu'ils disent, allez, si c'est l'idole, alors pourquoi elle est en train d'être grillée? Pourquoi on ne cassait pas les os du sacrifice? Pour qu'il se balade dans tous les poubelles de la ville et que tout le monde dise, mais finalement, ça ne peut pas être un Dieu. Donc au final, dans le matériel, il n'y a pas plus beau que le Shabbat. Il n'y a pas plus beau que les repas du Shabbat. Il n'y a pas plus beau que se lever le matin et commencer par cette fila et cette filine avant d'aller au travail. Il n'y a pas plus beau. En fait, Akadosh Baruch Hu, il nous a obligés de se marier, obligés de faire la famille, les enfants. En fait, le but de la Avodat Hashem, c'est d'associer le corps avec l'âme dans le même service. Et c'est ça le plus grand plaisir. Et c'est ce qu'on lui explique au rachat. Pourquoi tu as des dents? Pour manger. C'est pour ça que l'homme il est venu sur terre. Si tu étais en Égypte, tu ne serais pas sorti parce que tu ne donnes pas un but à ta vie. Donc viens manger avec nous. Et là tu verras et tu vas comprendre comment même autour du matériel, on peut faire la Avodat Hashem la plus belle. Chazak, Chazak, Venit Chazek.